Ophtalmologiste dans le Sud-Ouest et fondateur de la société Ophthalink, je reçois aujourd'hui le docteur Nicolas Chaubeau. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Nicolas nous présente Ophthalink, une plateforme d'échange dédiée au métier de l'ophtalmologie, mais également et d'Ophtha, une plateforme de formation qui permet donc de former son personnel et notamment les assistants de consultation. L'occasion pour nous d'échanger sur le statut d'assistant médical et notamment de nous poser la question, est-ce que l'assistant médical marche sur les plates-bandes de l'orthoptiste? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Nicolas Chaubeau. Merci Nicolas de m'accorder cette interview. Merci à toi, Sébastien. Je suis ravi d'être parmi vous, d'être avec toi. Super. Eh bien, écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir pour un petit peu teaser notre discussion? Évidemment, on va parler de toi. Pourquoi l'ophtalmo? Pourquoi les surspécialités que tu as? Le très joli centre que tu as créé dans le Sud-Ouest. Comment tu en es arrivé là, finalement? Pour les jeunes, ça peut les intéresser. Du stade où tu en es, qui pour moi est le stade optimum. Et puis derrière, évidemment, on va parler d'Ophthalink, la société que tu as montée en parallèle, et notamment de quelque chose qui me semble être une petite révolution, c'est l'arrivée des assistants médicaux et la formation que tu proposes pour tout le monde d'ailleurs, assistants, secrétaires, orthoptistes. On va parler de tout ça. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Eh bien, moi, je suis ophtalmologiste depuis maintenant 18 ans, installé dans les Hautes-Pyrénées. Je suis parisien d'origine et puis je voulais quitter Paris voilà, pour le rythme de vie parisien. Je suis allé à Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux et ensuite à Pau. Et puis je me suis installé donc dans les Hautes-Pyrénées parce que je m'occupe particulièrement de rétine médicale surtout. Et à l'époque, c'était le début des IVT, de la Visudyne, et donc je me suis installé dans les Hautes-Pyrénées parce qu'il y avait plus d'opportunités professionnelles à cet endroit-là. Et puis ensuite, ben, on a développé un centre maintenant ouvert depuis 5 ans, avec des associés, nombreux associés, et on ouvre des cabinets secondaires dans les Hautes-Pyrénées pour un peu développer notre structure. Donc ça, c'est ma casquette, on va dire, ophtalmo classique. Puis après, j'ai une petite casquette entrepreneur, donc dont on va parler après. Donc j'ai créé la plateforme Ophthalink. Et puis dans un deuxième temps, une plateforme de formation EdOphta. Super, très bien. Alors, on va reprendre depuis le début, la genèse. Pourquoi médecine? Pourquoi l'ophtalmo? C'est familial? Ouais, ouais, c'est un peu familial. Voilà, ma mère est ophtalmologue. Elle a arrêté il y a pas longtemps, d'ailleurs. Elle a plus de 80 ans. Elle a arrêté il y a 2 ans. Donc, c'était une véritable passion. Je la voyais dans son lit lire des bouquins de strabologie. Donc, bon, pour moi, c'était un peu surréaliste, mais c'est une véritable passion. Et puis, à un moment un peu charnière, quand on a 16-17 ans, on ne sait pas vraiment trop quoi faire. Et ben, elle m'a présenté un de ses amis chirurgiens, le docteur Marc Vézère, que je salue et qui malheureusement est défunt. Et c'est un super gars, très, très, très bon formateur. Et donc, je suis allé passer une journée avec lui. Et puis, j'ai trouvé vraiment ça chouette parce que il y avait une partie technique, une partie très humaine et en même temps quelque chose que je ne souhaitais pas, c'est-à-dire un rapport avec la mort. En fait, moi, je souhaitais pas avoir ce rapport-là trop lourd pour ma personnalité. Et donc, au ophtalmo, ben, on n'a pas ça. Et donc, voilà pourquoi je me suis orienté vers l'ophtalmologie. D'accord. Et les surspécialités, rétine, plus, ça vient souvent du lieu où on est formé? Ouais, c'est un peu le hasard. Quand j'ai commencé, Marc Vézère était plutôt chirurgien réfractif et cataracte. Donc, je me suis plutôt orienté vers ça quand j'étais interne. J'ai fait plutôt mes stages qui se sont orientés vers ça. Et puis, le hasard a fait que j'ai eu un poste d'assistant à Pau et que Pau, c'est beaucoup plus orienté rétine. Et donc, je me suis formé à la rétine et puis ensuite, la chirurgie de cataracte, bien sûr. Donc, c'est un petit peu plus le hasard et je suis ravi que le hasard m'ait amené où je suis parce que je trouve la rétine super passionnante. D'accord, très bien. Maintenant, ben, venons-en vraiment
à ton activité de chirurgien, donc en association avec quatre autres associés. Tu vas nous expliquer un petit peu le détail. Comment est-ce que tu trouves ton organisation actuellement, qui pour moi est une des meilleures organisations, parce que c'est vrai que à 5, avec peut-être un ou deux collaborateurs, tu vas nous l'expliquer, on atteint une taille critique où on va pouvoir avoir un responsable de centre et on va pouvoir développer comme ça des cabinets secondaires. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que est-ce que c'est venu comme ça finalement l'organisation, ou alors est-ce que tu l'as souhaité dès le départ et finalement que tu as déroulé un plan déjà bien établi? Oui, c'est plutôt un plan bien établi. Parce que quand je me suis installé il y a 18 ans, il y avait quand même assez peu d'ophtalmos qui travaillaient avec les orthoptistes. Et moi, ça a été immédiat. C'est-à-dire, je me suis installé, voilà, j'avais une orthoptiste qui travaillait avec moi. Ça a été un souhait immédiat. Et ensuite, ben, j'avais vraiment l'ambition d'ouvrir un centre rapidement et trouver des associés. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver. C'est pas que ça a mis beaucoup de temps. Donc, je suis resté dans le cabinet où j'étais, donc c'était un cabinet vieillissant. Et puis, eh ben, on a réussi à trouver des associés. Et là, après, on s'est lancé en ouvrant un centre de plus grande envergure. Et, en fait, comme le monde amène le monde, et ben finalement, quand on commence à ouvrir un centre qui donne en fait des opportunités, des ouvertures qui est visible, ben finalement, les nouveaux associés arrivent. Et donc, on a les nouveaux associés qui sont arrivés, deux collaborateurs. Là, on a un nouvel associé qui arrive l'année prochaine et encore un début 2026. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est d'offrir, bah, d'élargir l'offre de soins à tout le département. Et donc, d'ouvrir, on a déjà un cabinet secondaire à Lannemezan, on a un cabinet secondaire à Lourdes, en téléexpertise pour l'instant. Et la genèse de notre centre. Je me Donc pose une ensuite, question. effectivement, on a une chef de centre. Ça aussi, j'ai pensé très rapidement que c'était quelque chose d'indispensable là, pour déléguer toutes les tâches administratives et nous se concentrer notre job de médecin. C'est ça, c'est un petit peu. J'en parlais récemment avec un ophtalmo il savait pas trop si en fait il fallait d'abord atteindre une taille critique et ensuite prendre un responsable de centre, ou pour atteindre la taille critique, justement, avoir un responsable de centre. Et c'est vrai que moi, qui recrute régulièrement et je forme des responsables de centre, ben, je me suis rendu compte que j'ai maintenant de plus en plus d'ophtalmos qui sont solos, qui s'installent en fait, hein, qui pour l'instant n'ont pas d'associés, mais qui en veulent par la suite, et qui donc du coup prennent tout de suite un responsable de centre pour ben, gérer tout ce que eux ne font pas, à savoir recruter les premières secrétaires, les premiers orthoptistes, assistants médicaux, gérer la formation, et puis en même temps, en parallèle, gérer aussi la communication du centre vers l'extérieur pour attirer justement des gens. Et je me suis rendu compte également que forcément, quand on cherche un associé, quand on lui dit, OK, ben, de toute façon, tu vas voir mon chef de centre et lui va t'aider à gérer tous tes documents avec le conseil départemental, avec la CPM. Est-ce que toi qui en as un justement, ou une en l'occurrence, depuis presque le début, est-ce que c'est pas ça aussi qui finalement vient faciliter les relations avec les futurs associés? Oui, oui, c'est clair. Oui, ça facilite énormément. Ça encadre, ça fait plus pro déjà, hein. Ouais. Ça encadre les choses. Et puis, bah, il y a aussi une question un peu de temps, hein. C'est que ça nous libère du temps. Il faut former ces personnes. Il faut qu'elles soient formées. Il faut qu'elles soient pro. Et après, après, oui, pour moi, c'est plutôt effectivement dans ce cheminement, c'est-à-dire avoir un chef de centre pour pouvoir développer et non pas l'inverse. D'accord, très bien. Et donc, du coup, vu que tu as beaucoup de temps grâce à ce chef de centre, tu as décidé de faire autre chose à côté et de devenir donc. Alors, tu es déjà entrepreneur quand tu as un centre ophtalmo finalement, parce que tu es employeur, mais par contre, tu as créé donc Ophthalink. Comment ça t'est venu et quel est l'objectif? Alors, ça m'est venu justement vers 2018-2019, quand on cherche des associés pour se développer et que on a eu des difficultés à en trouver. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, il faut créer en fait une plateforme pour aider les ophtalmos et les professionnels de l'ophtalmologie à communiquer entre eux voilà, pour trouver un remplaçant, pour trouver un associé, pour trouver un collaborateur. Alors, il y a des villes où c'est très facile, c'est-à-dire que quand on est à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, à Lyon, c'est très facile, voilà, de trouver quelqu'un. Quand on est par contre dans des petites villes un peu plus périphériques, c'est bien plus compliqué. Et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Ophthalming, parce qu'il y avait LinkedIn qui sortait à peu près un petit peu plus tôt que ça. Et voilà, je trouvais qu'Ophthalming, ça avait un lien. Donc ça, c'est la genèse d'Ophthalming qui, dans son ADN, est voué à mettre en relation, voilà, les ophtalmos et les professionnels d'ophtalmologie pour offrir un poste ou pour trouver un poste, un remplaçant, etc. Ça, D'accord. Donc, en c'est gros,
En gros, l'objectif, c'est un petit peu, je ne sais pas si tu connais, sûrement, j'imagine, mais orthopsy.net qui, Oui, qui du coup permet bien sûr. de poster des annonces et qui est incontournable dans l'orthopsie. Maintenant, on le voit hein, que toutes les orthoptistes en France sont braqués dessus, y compris d'ailleurs les optos, qui vont pouvoir faire des candidatures spontanées en réponse à des annonces d'orthoptistes. C'est un petit peu le même principe, mais également Oui. pour pourquoi pas, de la relation entre les ophtalmos eux-mêmes finalement. Oui, alors oui, voilà. Après, Optalink on a développé dans un second temps des services aussi. Voilà, dans un second temps, on a développé des services où j'essayais de partager ce que je trouvais intéressant et pertinent dans les actualités. Par exemple, récemment, il y a eu Certipère que j'ai trouvé moi super intéressant, qu'on utilise dans notre cabinet, donc je l'ai partagé. Il y a aussi EVT Mobility, voilà, on partage les actualités. Ça, c'est le deuxième service qu'on propose. Et le troisième service qu'on propose, dont on va parler après, bah, c'est les formations. D'accord. Est-ce que du coup, tu as déjà des réussites sur des mises en relation d'ophtalmos entre eux? Oui, oui, on a eu quelques mises en relation. Alors, savoir que c'est difficile, hein. On a beaucoup de mal, hein. C'est compliqué à démarrer parce que je pense que il y a quand même il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a un gros déséquilibre, c'est-à-dire que bah, un ophtalmo qui sort aujourd'hui, il trouve une place où il veut. Oui, C'est voilà, pas c'est ça. compliqué. Un orthoptiste, un stand de consultation qui veut travailler dans un cabinet, il trouve de la place où il veut. Donc, il y a un certain déséquilibre actuel qui fait que bah, c'est compliqué. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et je pense qu'un jour, ça aura probablement plus de place qu'actuellement. D'accord. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que pour, euh, pour un ophtalmo qui va sortir, donc du coup, il est assistant ou chef de clinique, et du coup, il a tellement le choix que en postant une annonce, finalement, ben, il pourrait se dire, OK, ben, comme ça, je vais pouvoir recevoir des offres, et du coup, je vais pouvoir sélectionner, plutôt que d'aller taper aux portes et éventuellement de ne pas pouvoir cibler. Là, avec une annonce, il peut cibler exactement, moi, je vais faire de la rétine médicale, je vais faire ceci, Exactement. cela. Ça qui peut être intéressant. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que je me souviens, au tout début, quand je me suis installé en tant que consultant, il y a 4 ans, je me suis dit, je vais créer un produit, un service, en fait, pour les ophtalmos qui vont sortir. Et donc, du coup, eux, ça leur coûte rien du tout. Et moi, je vais les aider à trouver le centre de leurs rêves, dans la région de leurs rêves, avec la surspécialité qu'ils veulent, un centre de petite taille, de grande taille, etc., etc. Et finalement, et en fait, et donc du coup, ce aurait été le centre qui accueille, qui m'aurait rémunéré finalement mes honoraires. Et finalement, ben, ça n'a pas pris tant que ça. Parce que j'ai l'impression que ben, ils s'en sortent tout seuls et ça ne les dérange pas de galérer un petit peu. Alors que ça prend un temps fou que de calibrer, d'aller faire des remplats, d'organiser tout ça. Et donc, du coup, bon, ben, écoute, on va sauter quand même longue vie à Ophtalink Ouais. là-dessus. Bon, Et nous, par ça, contre, nous, c'est ouais, un, nous, c'est un service gratuit, hein, donc c'est voilà, ça. ouais, Voilà, j'allais te poser cette question-là. Quel est le ouais, ça, business model finalement d'Ophtalink? Quel est ton intérêt là-dedans? ah, moi, l'intérêt à l'origine, c'était vraiment de développer un réseau. D'accord. C'était développer un réseau de mise en relation. Il n'y avait pas du tout d'intérêt Ouais. financier Ah là-dessous. oui, tu crées un outil finalement pour toi aussi, et donc du coup, autant le mettre à disposition des autres. C'est ça. Et aussi pour après bah, proposer, j'avais déjà un petit peu l'idée de proposer d'autres services D'accord. via Optalink, ce qui est venu secondairement. D'accord. Et donc du coup, on en vient à Aide d'Ofta, qui est plus un service du coup de formation. Ouais, Raconte-nous. tout à fait. Alors là, l'origine, bah, c'est post-Covid en fait, hein. C'est au moment de la Covid, on a tous eu des grosses difficultés avec nos équipes. Avec en tout cas dans notre cas un gros départ d'orthoptistes, qu'on avait 7 orthoptistes à l'époque et on s'est retrouvé en quelques mois en avoir plus que 2. D'accord. Donc on a été vraiment mis en difficulté. Et puis en discutant avec des collègues, mais en fait on n'était pas seul. Il y a eu pas mal de cabinets qui ont été dans cette difficulté-là. Et donc là je me suis dit bah il va falloir former d'autres professionnels parce que en fait il y a d'autres professionnels qui peuvent travailler avec nous. Il y a pas que les orthoptistes. Bien sûr. Je sais que beaucoup d'orthoptistes vont nous écouter, mais voilà, c'est une réalité. Et donc, attends, ma chérie, attends, je suis désolé, il y a ma fille qui vient là. Ah ben Tu écoute, me c'est les coupes. joies du direct. Allez, tu Bonjour, fermes la jeune porte, fille. s'il te plaît. Ouais, c'est les vacances, oui. Donc, on en était où, oui.
Et donc Donc, du voilà, coup, la genèse, hein, la genèse, le point de départ, ça a été ça. Ça a d'accord. été de former de nouveaux collaborateurs. Donc, on va le voir, mais globalement, il y a quatre professionnels qui travaillent en tant qu'assistants de consultation, hein, les orthoptistes, les opticiens optométristes, les infirmiers infirmières, et puis le dernier un petit peu, le dernier sorti, les assistants médicaux. Donc voilà la genèse d'Edofta. Ensuite, Edofta, je l'ai créé avec un professionnel de la formation, qui est Lionel Bricard, qui est un professionnel de la formation à Montpellier, hein, qui a une école de formation pour les opticiens et pour les orthoptistes à la faculté de médecine. Et c'est un petit peu le hasard. En fait, on s'est rencontrés à une soirée, et puis on a discuté. Et puis je lui ai dit, bah, écoute, on pourrait faire une formation ensemble, parce que nous, on a des besoins. Toi, c'est ton cœur de métier, la formation. Et donc, on peut créer une formation ensemble. Et puis ça a matché. Et puis voilà, on a créé cette formation. D'accord. Donc, cette formation, dont tu le disais, tenter de trouver une alternative aux orthoptistes quand on n'arrive pas à en trouver finalement, ce qui paraît logique évidemment, on va pas se retrouver dans l'impasse et ne rien faire. Donc cette formation, elle est destinée à qui finalement? Alors, elle est destinée donc aux orthoptistes. Alors, il y a une formation d'assistant de consultation, il y a une formation de secrétaire. Donc, la D'accord. formation de secrétaire est destinée aux secrétaires, donc ça, voilà, c'est très simple. Classique. Formation d'assistant de consultation est destinée à tous ceux qui peuvent travailler dans nos centres en préconsultation, donc les orthoptistes, qui en général n'en ont pas vraiment besoin, sauf si ce sont des orthoptistes de plutôt ancienne génération et qui n'ont pas eu l'habitude de Ouais. travailler dans des centres. Et là, à ce moment-là, ça peut avoir du sens. Ensuite, les opticiens optométristes qui, bah, eux, finalement, ont des connaissances dans l'optique qui sont très poussées, mais qui n'ont pas de connaissances dans l'ophtalmologie et dans le circuit patient, le circuit médical. Ensuite, les infirmiers et infirmières, donc, qui travaillent de plus en plus dans le centre d'ophtalmologie, mais qui, pareil, n'ont pas de connaissances en ophtalmologie et qui ont un regard sur l'ophtalmologie qui est très particulier. Donc, il faut leur donner l'opportunité de travailler chez nous. Et en général, ça leur plaît bien. Et puis, donc les assistants médicaux, ça qui est un terme un peu générique, mais finalement, on pourrait dire que tout le monde peut devenir assistant médical aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, on voit que la cible, quand on regarde un petit peu la cartographie de la cible professionnelle, les orthoptistes, c'est quoi? C'est 5000 à peu près orthoptistes en France, à peu près 500 formés. Quand on regarde les opticiens, c'est presque 10 fois ça. Les infirmiers infirmières, c'est encore 10 fois plus, c'est 600 000. Donc, et les assistants médicaux, finalement, c'est inépuisable. Donc, on se dit que la cible, elle est beaucoup plus large que la cible qu'on avait, en fait, de collaborateurs il y a 10 ans. D'accord. Donc du coup, si je résume, cette formation, elle va permettre à des gens qui ont déjà l'autorisation de travailler avec un ophtalmologue et tout faire, comme une orthoptiste ou une infirmière. Parce que je rappelle qu'une infirmière a un décret d'application, donc du coup, Oui, une délégation totale, et elle peut faire autant l'imagerie que l'anamnèse ou la réfraction subjective. tout à D'accord? fait. Ça, c'est important à rappeler, alors qu'une secrétaire n'a pas le droit de le faire et Tout à fait. un opticien optométriste n'a pas le droit non plus de faire l'imagerie. Donc du coup, bon, et les assistants médicaux qui donc du coup arrivent dans le game depuis très peu finalement, hein, depuis 1 an ou 2, on va dire. Cette année seulement, le SNOF a mis en place une formation pour les assistants médicaux avec un nombre d'heures extrêmement important. Est-ce que c'est une formation concurrente qui emmène à un titre d'assistant médical ou pas? Alors non, nous, notre formation n'amène pas un titre d'assistant C'est ça. médical, hein. Notre formation, c'est pour effectivement quelqu'un qui est déjà en poste, en fait, globalement, hein, qui est déjà en poste dans un cabinet. Donc, soit qui a déjà un poste, qui a déjà un diplôme d'assistant médical, D'accord. soit un autre. Non, c'est pas une formation concurrente. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux profils idéaux, entre guillemets, pour devenir assistant médical. Donc, nous, on a les deux profils, donc je peux en parler. Il y a le profil de la secrétaire qui est ultra motivée, dynamique, et puis qui arrive un petit peu au bout de ce qu'elle a à faire dans le cabinet en tant que secrétaire. Et donc, il faut qu'elle évolue. Parce que si elle évolue pas, ben, elle va partir. Elle risque de partir, elle risque d'aller voir ailleurs parce qu'elle a besoin d'évolution. Donc, il y a deux possibilités. Soit
elle devient manager de centre, mais bon, en général, on n'a qu'un manager de centre. On peut avoir après, quand on grossit, un assistant, etc. Ça, c'est le côté administratif, mais tout le monde n'a pas l'appétence à Bien l'administration. sûr. Et après, il y a le côté relation avec le patient. Et une secrétaire médicale, qui a un diplôme de secrétaire médicale, peut devenir assistante médicale, en sachant que le nombre d'heures est très limité. C'est-à-dire, pour devenir assistant médical, en gros, c'est 370 heures. Pour une personne lambda qui vient du public, qui n'a pas de diplôme médical, paramédical. Par contre, pour une secrétaire, c'est une centaine d'heures. Donc, une D'accord. centaine d'heures en alternance, c'est quoi? C'est 3 semaines sur un mois. Enfin, Mhm. c'est 4 semaines, voilà. C'est une semaine par mois pendant 3, 4 mois. Ce qui peut se faire en parallèle de son activité de secrétaire médical. Et ensuite, comme ça, elle a les deux casquettes. Et on peut travailler avec les deux casquettes. Un peu d'administration, un peu d'assistant médical. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est les paramédicaux. Je trouve intéressant les aides-soignants, aides-soignantes, hein, qui ont un rapport humain avec le patient que n'ont pas d'orthoptie, que n'ont pas les orthoptistes, que n'ont pas les opticiens, évidemment qu'on les infirmiers infirmières. Et elles et eux, c'est à peu près pareil, puisqu'eux, ils ont déjà passé un diplôme qui est en rapport avec la santé, l'hygiène, le parcours médical, le dossier médical. Elles ont cette partie-là, donc ça ne leur est pas redemandé pendant la formation. Mhm. Et donc c'est pareil, pour obtenir le CPQ, il faut le CQP, pardon, j'ai inversé les deux siècles. Pour obtenir le CQP, il leur faut une centaine d'heures. D'accord. Et elles ont à ce moment-là le statut d'assistant médical. Donc, c'est pour moi les deux profils à privilégier. D'accord. Et dans ces cas-là, les secrétaires et aides-soignants, à la fin de la formation aide-OFTA, ont le titre d'assistant médical, donc du coup, la capacité légale de réaliser l'ensemble des tâches que faisait au préalable seulement l'orthoptiste. On est OK là-dessus? Alors, non, elles l'ont déjà, hein. Quand elles passent notre formation, l'objectif de notre formation, c'est de les former. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que assistant médical ne forme pas du tout une personne à travailler en ophtalmologie. C'est très généraliste, hein. On pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont complètement inintéressantes, surtout pour les cabinets d'ophtalmologie, ce sont des formations qui ont été créées pour les généralistes. C'est ça. C'est-à-dire qu'assistant médical, ça a été créé pour les généralistes, pour aider les généralistes dans les tâches administratives. Mais ils n'ont pas du tout pensé que ça pourrait être utile pour les spécialistes. Donc, quand une assistante médicale est dans un cabinet d'ophtalmologie, elle ne connaît absolument rien à l'ophtalmologie. Donc, elle ne peut pas D'accord. travailler dans un cabinet. Donc, il faut la former. On est Donc, le OK. Donc, du but coup, voilà. d'AidOphta, c'est de former ces personnes. C'est ça. Donc, du coup, toi, tu ne vas pas former des secrétaires, on va dire, lambda, qui n'ont pas le titre d'assistant médical au poste d'assistant médical, finalement. Non, 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 C'est non. ça. Il faut On que est la d'accord. secrétaire, elle fasse sa formation. Donc, ça, elle peut le faire en parallèle, hein, parce qu'elle Bien a, elle sûr. a, elle a, elle a un temps qui est pas très limité pour faire ça. Donc, elle peut faire tout à fait en parallèle. D'accord, très bien. Non, qu'on soit bien d'accord, c'est qu'actuellement, c'est vrai que pour former un assistant médical et qu'il ait le titre in fine et qu'il puisse en effet réaliser l'ensemble des tâches, il faut qu'il obtienne cette qualification. Et cette Tout à qualification, fait. je crois qu'elle est distribuée par très très peu de centres de formation. Et notamment, je crois que c'est Case qu'ils ont choisi, c'est ça, hein? Oui, mais non, non, mais en France, il y en a plusieurs, hein. C'est-à-dire que D'accord, toutes les OPCO ont des organismes de formation, d'accord. hein. Donc, si vous êtes à Lille, vous n'allez pas avoir le même Ouais, organisme de formation que si vous êtes à Strasbourg, à Marseille ou à La Rochelle, hein. d'accord, Donc, ça, très c'est bien. l'organisme de formation qui est autour de chez vous qui valide cette formation. Super. Et donc, du coup, chez Edofta, la formation est prise en charge financièrement par l'OPCO? Oui, dans plus de 90%, la formation est prise en charge par l'OPCO, oui. D'accord. Donc, du coup, Donc, nous, on facilite les démarches administratives, on s'en occupe en général, on contacte les OPCO. Et voilà, et l'ophtalmo ou le chef de centre n'a généralement pas grand-chose à faire. C'est d'accord. Donc, du c'est- coup, c'est- c'est encadré. ouais, donc assez peu de temps finalement pour le gérer et avec un coût très très négligeable, voire inexistant. Oui, pour le cabinet, oui, en général, c'est un coût quasiment inexistant. Oui. D'accord. Donc, et ça, pareil, au niveau du business plan, alors, on appelle ça comme ça, hein, mais toi, qu'est-ce que tu vas en retirer? Comment est-ce que finalement, tu gagnes ta vie aussi avec ça ou pas du tout? C'est vraiment une passion et l'objectif, c'est aussi de travailler pour toi. Oui, bah en fait avec EdOfta, c'est EdOfta qui récolte la grande partie des revenus et puis nous bah, on a un accord avec EdOfta et voilà on a un accord financier avec EdOfta parce que c'est nous qui distribuons le service et qui commercialisons le service, les formations et voilà on se rémunère comme ça mais ça reste quelque chose qui et surtout pour rendre service il n'y a pas un business plan voilà D'accord. actuellement c'est pas l'objectif on va dire.
Notre Super. objectif, c'est de développer, hein. On a d'autres objectifs pour l'année prochaine avec d'autres formations et même des objectifs vers les patients et vers les ophtalmos. Donc, on va essayer d'élargir un peu notre offre de produits, entre guillemets. D'accord, ça on va en parler. J'aimerais que juste pour terminer sur assistants médicaux, parce que c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler, alors peut-être parce qu'on est juste après l'été, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une petite révolution, les assistants médicaux. Parce que jusqu'alors, moi je me souviens, j'ai vécu, quand j'étais responsable de centre, l'arrivée plus ou moins des opticiens optométristes en cabinet, où les orthoptistes étaient vent debout pour ne surtout pas les accueillir en leur sein finalement. J'ai quand même l'impression que euh, les assistants médicaux, est-ce qu'ils ne viennent pas un petit peu jardiner sur les plates-bandes des orthoptistes? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est ce qu'on peut ressentir et c'est les retours que l'on a de certains centres qui nous, voilà, qui nous donnent leurs expériences. Bah, c'est difficile à dire, mais nous, dans notre centre, on a trois orthoptistes, on a quatre opticiens, deux assistants médicaux, une infirmière. Ça marche bien. Alors, c'est plus une question finalement d'humain Hmm. que que de formation ou de diplôme. On le voit dans la société en général, la formation est peut-être un petit peu moins mise en avant qu'il y a 30 ou 40 ans. Et finalement, on recherche plus des talents. Ouais. Et puis ces talents, bah, ils ont un bagage personnel, voilà, une personnalité, ils ont un diplôme. Puis après, on va en faire bah, une compétence. Ça, c'est la formation qui va permettre de créer la compétence. Et bah, il faut aider à ce que bah, on va dire, cette recette, elle prenne. Voilà, que ça prenne. Donc, il y a des centres pour qui ça va être peut-être un peu plus compliqué, et puis d'autres, ça va mieux prendre, mais je pense que c'est une question un petit peu de temps aussi. Euh, et puis, il y a de la place pour tout le monde, hein, voilà, hein, j'ai envie de dire. Il y a rien qui est totalement fermé hein, dans notre société. On voit bien, les gens changent de job régulièrement, et encore en France, pas tant que ça, mais aux États-Unis, c'est encore plus le cas. Donc, bah, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Donc oui, les assistants médicaux, c'est une petite révolution. Je pense que c'est une petite révolution. Parce que ce qu'on voit, après, voilà, je me mets vraiment au niveau du terrain, en fait, hein, et les réflexions qui peuvent m'être remontées de temps en temps, c'est de dire que euh, une orthoptiste a été formée pendant 3 ans en centre hospitalier, souvent dans une école, et donc du coup, et le niveau est assez important pour y rentrer. C'est pas, on rentre pas comme ça en école orthopsie. Et puis on va voir une assistante médicale qui va être formée finalement sur 300 heures pour la formation la plus longue, et et elle va avoir le droit de réaliser la même chose, anamnèse, imagerie et subjective, avec très très peu d'expérience. Et c'est là où, et donc du coup, de façon très terre à terre, comment fait-on pour dire à quelqu'un qui est assistant médical, eh bien toi, je vais te rémunérer par exemple 2 000 € net, toi tu es orthoptiste, je vais te rémunérer 3 000 € net, parce qu'il y en a beaucoup moins, et donc du coup, bah, c'est logique que tu sois rémunéré davantage. Par contre, l'assistant médical va dire, oui, mais concrètement, je fais la même chose. Non, alors, on ne rémunère pas les gens sur leur diplôme. Je suis pas tout à fait d'accord. On rémunère les gens sur leurs compétences et en général, les orthoptistes dans les cabinets, c'est ce qu'on conseille, hein, c'est de les responsabiliser. En général, c'est plutôt des chefs, entre guillemets, ou voilà, des chefs d'équipe. Ok. Voilà, c'est comme on a un chef de centre, quand parfois même on a un chef de médecin, entre guillemets, il y a un médecin qui gère plus le Ouais. cabinet. Mais pareil, on a des chefs d'équipe, d'assistants de consultation. Il y a certaines tâches qu'on peut plutôt leur confier. Je vois que nous par exemple, on leur confie bah, les calculs d'implants, la chirurgie réfractive. Donc on va cibler sur les tâches un peu plus techniques pour, euh, pour les démarquer un petit peu des autres professionnels. D'accord, tu vas enrichir la fiche de De, poste finalement. Oui, oui, et puis il y a une sorte de dépassement de fonction aussi. Ensuite, il est vrai que par rapport au salaire, bon, les assistants médicaux sont des personnes qui avaient jusque-là des salaires plutôt bas, et donc Mhm. ils se sentent vraiment très valorisés de travailler dans les cabinets d'ophtalmologie où on leur confie des fonctions qui sont très intéressantes. Donc je crois pas qu'il y ait de problème. En tout cas, aujourd'hui, ça va peut-être venir, hein, je sais pas, ça va peut-être venir. Mais aujourd'hui, je pense que si on amène bien les choses et que si on encadre bien les choses,
ça se passe bien. Et encore une fois, je pense qu'on rémunère pas quelqu'un sur une formation ou un diplôme, mais plutôt sur les compétences. C'est ça, parce que, alors, cette question, elle est évidemment, elle vient de mon expérience sur le fait que pour avoir accueilli une optométriste à un moment donné, qui avait un super niveau, hein, qui avait un bac plus 5, donc du coup, vraiment très, très performante, hein, et en gros, on ne voyait pas la différence, hein, très concrètement sur une réfraction subjective, et bien du coup, elle en est arrivée à dire, OK, ben, qu'on va quand même rémunérer davantage les orthoptistes que les opticiens, optométristes, et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, eh bien, l'opticienne formait des orthoptistes qui venaient d'arriver, en fait, au flux, etc. Et donc, du coup, quand elle est venue me voir, me dire, OK, ben, je trouve pas ça très, très normal d'être payé moins cher que la personne que je vais former, ben, évidemment, elle avait entièrement raison. Et on a réaligné Oui. tout ça. Et en effet, c'est venu comme ça. Oui, et puis il va y avoir une homogénéisation des salaires. C'est très probable, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, hein. On a forcément une homogénéisation des salaires. D'accord, très bien. C'est beaucoup plus clair. Je crois que d'ailleurs que Edofta a créé une nouvelle formation sur les implants. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, oui, bah c'est tout récent, là. On l'a publié, on l'a mise en ligne ce week-end. En fait, ça part d'une volonté de développer des formations, on va dire, plus spécifiques sur des sujets courts, hein, puisque nos formations sont quand même des formations assez complètes. EdOfta, c'est des formations de 35 heures en e-learning qui demandent à peu près le même temps de travail personnel. Ça fait des formations assez conséquentes. Et on a souhaité faire des formations plus spécifiques, un peu plus approfondies et plutôt destinées finalement aux personnes qui sont déjà en poste peut-être depuis quelques années et non pas aux nouvelles arrivées dans les cabinets. Donc le premier sujet qu'on a décidé de traiter, c'était les implants de chirurgie de cataracte. Comme je le disais, il y a quand même pas mal d'ophtalmos qui confient cette tâche le plus souvent à des orthoptistes, parfois aussi à des opticiens optométristes. Et ça m'a semblé intéressant. Donc, on a vu, nous, au fil de notre activité dans notre cabinet, en discutant avec les orthoptistes qui s'en occupent, il y avait des manques de connaissances. Et voilà, c'est comme ça que ça nous est venu. Alors, j'ai demandé à Laurent Gauthier, Fournier, de s'en occuper, hein, qui a un pont en chirurgie réfractive et en cataracte que tout le monde connaît. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc là, la formation, c'est une petite formation. Ça dure à peu près 3 heures en e-learning, bien sûr. Nos formations sont en e-learning, avec un petit peu de travail personnel. Et toutes nos formations demandent une validation des acquis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, avant de débuter la formation, une série de QCM pour voir à peu près les connaissances. Globalement, les résultats, c'est 15-20%, 15-30% de résultats positifs au début des formations. Et puis, on fait des formations au fur et à mesure et les validations de sortie sont en général à 90%. D'accord, très bien. Donc voilà, donc là, c'est une formation qui va traiter un petit peu l'ensemble des éléments qui traitent des implants, du calcul, des biomatériaux, du type de lentilles, multifocales, EDOF, monofocales. Voilà, afin que l'assistant de consultation ait toutes les informations en main, savoir que les patients demandent de plus en plus de choses aux assistants de consultation, puisqu'ils sentent aussi qu'ils ont une fonction importante. Et je pense que c'est indispensable que l'assistant de consultation et la secrétaire puissent répondre. D'accord. Ça va donner quand même une image professionnelle de l'ensemble du centre. Il ne faut pas qu'il y ait que le médecin qui ait les connaissances dans le centre. Je pense qu'il faut que l'ensemble des professionnels qui y travaillent aient des connaissances pour répondre aux patients, qui sont très D'accord. Alors que demandeurs. des fois, moi, je l'ai entendu ça, des médecins qui ne voulaient surtout pas que l'assistant de consultation réponde, parce que, même l'orthoptiste d'ailleurs, hein, parce que bah, disait, ben non, là, vous lui avez dit que, en effet, sa vue avait baissé, mais moi, je ne comptais pas lui faire de nouvelles lunettes parce qu'à 0,25, elle sert à rien, et là, elle va m'interroger pendant 10 minutes. Ah, mais ils peuvent se tromper, mais nous aussi, on peut se tromper. Donc, c'est pas, c'est pas grave. Donc, ça, il faut en discuter après avec son assistant et Bien, dire, bah voilà, là, on en discute et et on forme les gens comme ça. bien sûr, hein, créer le cadre, en fait, hein, de la discussion qui est pas du tout impossible. Très bien. Il y a d'autres projets de formation? Oui, on a d'autres projets. Alors, ces formations de courte durée, on a un projet sur l'OCT de la macula. Donc, on fera en début d'année. Ensuite, on a des projets. On a un projet là qui est en cours. En fait, une formation spécifique pour les infirmières. Donc là, ça, c'est une formation plus technique, hein, qui n'aura rien à voir avec la réfraction. Ça juste Oui. uniquement sur le job de l'infirmière en centre d'ophtalmologie. Pourquoi? Parce que en discutant avec une nouvelle infirmière que l'on a recrutée récemment, elle nous a partagé le fait que
ses amis, ses amis infirmiers et infirmières n'ont pas du tout de connaissances en ophtalmologie. Ouais. Et finalement, par manque d'informations, ne sont pas du tout attirés vers les Ouais. centres d'ophtalmologie. Donc, l'objectif, c'était euh, de créer une information générale sur le fonctionnement d'un centre d'ophtalmologie, sur le rôle de l'infirmière en ophtalmologie, pour attirer des nouveaux profils dans nos centres. Super. Donc ça, c'est pareil, début d'année 2025. Et puis ensuite, on a d'autres projets qui sont dirigés plus vers le patient et vers l'ophtalmo, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, puisque ça reste très, très débutant. D'accord, mais écoute, tu reviendras avec plaisir. Comment est-ce que concrètement, si on est intéressé, un ophtalmo est intéressé pour inscrire des assistants sur la formation implant, comment ça se passe? Il faut être inscrit sur Optalink avant? Comment, et quel est le Oui, coût s'il y en a un? alors la formation implant, pour l'instant, on ne l'ouvre que aux centres qui ont déjà inscrit un apprenant dans une formation. Donc, si vous n'avez pas inscrit d'apprenant à une formation, pour l'instant, c'est pas ouvert à un centre lambda, entre guillemets. Si c'est le cas, en fait, il vous suffit de vous connecter sur Optalink, de cliquer sur le lien de formation, et ensuite, le formateur vous contacte et puis vous donne l'accès à la formation. C'est gratuit. Hein. Ok, très Actuellement, bien. c'est une formation qui est gratuite. C'est la première qu'on fait sur ce format. Et voilà, on veut un petit peu aussi remercier tous les, tous les centres qui nous ont fait confiance. Et donc, on, on- on- on laisse cette formation en libre service, entre guillemets. D'accord, parfait. Dernière question, un petit peu rituelle, parce que, bah, tu as de l'expérience en ophtalmologie et donc du coup, tu as vu évoluer, depuis 20 ans, l'ophtalmo, l'organisation, l'arrivée du travail aidé, l'imagerie qui s'est énormément déployée. Comment est-ce que tu vois l'ophtalmo dans une dizaine d'années? C'est une vaste question. Alors, évidemment, l'intelligence artificielle va prendre de la place. Ça me semble inévitable, mais c'est aussi une bonne chose, je Ouais, pense. Je pense qu'il faut déléguer le plus possible. Donc, il faut s'entourer de professionnels et déléguer tout ce que l'on peut déléguer pour garder du temps, pour finalement parler avec les patients, passer plus de temps à parler avec les patients et moins de tâches techniques. Donc, je vois l'ophtalmo avec encore plus de professionnels autour de lui. d'accord. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais qu'il faut que les ophtalmos se spécialisent de plus en plus, donc qu'ils soient spécialisés dans une chirurgie Mmh. particulière ou dans une activité médicale particulière. Pourquoi? Parce que avec justement l'intelligence artificielle, les patients finalement ont accès à la connaissance. Hein. Vous tapez n'importe quelle maladie, vous avez accès à la connaissance. Et donc, si l'ophtalmo n'est pas au moins aussi performant que, que l'IA qui répond au patient quand il pose une question, ça va créer un climat probablement de manque de confiance. Et pour être ultra performant, il faut être ultra spécialisé. Donc voilà, je vois un petit peu l'ophtalmologie comme ça, et avec des centres qui risquent d'être de plus en plus gros. Ah oui, de plus en plus de mise en commun finalement, donc en gros, plus ou moins ce qu'on a actuellement, mais En encore plus puissance poussé. 10. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 Très bien. oui. Bon, eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. On se Merci à reverra toi, Sébastien. forcément, hein, avec tout ce qui va venir par la suite. Est-ce que actuellement, peut-être tu es à la recherche de nouveaux associés, de nouveaux collaborateurs et que tu voudrais en Non, profiter? non, là, c'est bien. Là, on va en accueillir deux. On va ouvrir un autre centre secondaire. Sur le Non, on bon est bien. rythme. On cherche à court terme un chirurgien pour le glaucome, mais bon, ça, c'est D'accord. difficile à trouver. C'est une activité qui est très, très spécialisée et pas très recherchée par les ophtalmos, entre guillemets, quoi. D'accord. En tout cas, le message est passé. Merci pour ta présence une nouvelle fois. Et puis, ben, bon vent, hein, à Ophtalink et à tes centres ophtalmo. C'est gentil. Merci, À bientôt. Sébastien.
À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Nicolas, sans langue de bois, nous a partagé sa vision de l'ophtalmologie et de l'organisation d'un centre, un univers multitalent. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.